Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans ces podcasts des Mazingira, un média thématique basé en République démocratique du Congo qui s'intéresse à l'environnement et au développement durable. Fidel Kitsa, je suis à la présentation de ces numéros et je reçois Dr Blaise Mafouko, directeur de l'École supérieure des volcanologies de gestion des risques et des catastrophes naturelles de l'UNIGOM. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour. Alors ensemble, nous parlerons des risques liés au Mazougou dans la ville de Goma et ses environs. Tout d'abord, dites-nous docteur Blaise, qu'est-ce qu'on peut retenir des Mazougou? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les Mazougou, c'est en fait un terme dans les langues locales à Goma qui signifie tout simplement des émanations gazeuses du dioxyde de carbone, des émanations gazeuses volcaniques du dioxyde de carbone, le CO2. Alors, dites-nous, d'où vient ces Mazougou? Comment ça se produit et pourquoi seulement à Goma? Oui. Donc, comment se forment ces Mazougou? En fait, ces Mazougou, parfois aussi, ça représente ici localement les zones de dépression où il y a ces émanations-là de ces gaz. Alors, comme vous le savez peut-être, nous sommes dans une zone volcanique et ces émanations proviennent de l'activité magmatique de la sous-région, mais aussi volcanique. Et que parfois, selon les études qui ont été faites par le professeur Benoît Smet de Belgique, il montre qu'en grande partie, ces Mazougou se retrouvent par exemple aux bordures de talus. C'est-à-dire, nous avons une chambre magmatique qui alimente en CO2. Et là où nous avons des fractures, des contacts des coulées de lave, parce que quand il y a une éruption volcanique, on peut avoir plusieurs coulées qui se superposent. Et aux bordures de contact de ces coulées, on peut bien avoir des fractures ou bien des cavités qui fait à ce qu'il y a une émanation gazeuse et chaque fois, il y a une accumulation qui s'est fait à ces endroits. Mais aussi, autre phénomène qui s'observe à ces endroits-là de Mazougou, c'est souvent une cavité, c'est-à-dire lorsque la lave est en train de se déplacer, quand il y a une coulée de lave, parfois ça laisse des cavités. Pour les gens qui sont habitués à la ville de Goma, ils connaissent qu'à certains endroits, comme par exemple à Kilidjoué ou à Majengo, il y a des endroits là où nous avons des cavités. Alors dans le sous-sol, on peut avoir aussi des cavités comme ça et qui partent en train d'accumuler le CO2. Quelque chose encore qu'il faut mentionner par rapport au CO2, c'est que c'est un gaz qui est plus dense par rapport à l'air et qui a tendance à occuper les basses altitudes. Alors ça peut rester et ça se concentre dans ces cavités et en cas où vous avez un effondrement de ces cavités, alors vous avez maintenant une émanation continuelle et progressive de ces gaz. Mais aussi à certains endroits là où nous avons des fractures, et ces fractures peuvent communiquer déjà directement, peut servir de passage de ces émanations gazeuses. Mais on a retrouvé aussi, par exemple, une grande concentration de ces Mazougou le long de la bordure du lac Kivu. C'est en fait lié aussi à ces contacts entre les couches des laves et qui fait à ce qu'on peut avoir maintenant des espaces vides entre les couches de gaz et qui maintenant s'échappent tout le long du bordure du lac. Donc, bref, les Mazougou, ce sont juste des endroits là où vous avez des émanations de gaz carbonique, donc d'origine magmatique ou volcanique, en grande partie magmatique, et qui peuvent avoir des concentrations qui sont mortelles. Est-ce que les Mazougou se forment seulement à Goma ou on peut en avoir aussi ailleurs, comme dans les Massissi, Nyiragongo, Rutshuru? Je pense il faut encore pousser plus des études pour être en mesure de déterminer, mais nous sommes dans une zone volcanique, pas une partie des Rutshuru comme territoire peut-être à partir de Rumangabo, oui,
Mais une grande partie, par exemple, des Rutshuru, c'est déjà dans la vallée du Rift, après Rutshuru. Mais le Masisi comme Sake, c'est un territoire, donc c'est une ville du territoire de Masisi, oui. Parce qu'à Sake, il y a aussi des Mazuku et une grande concentration des Mazuku se retrouve aussi à Sake. Donc, c'est-à-dire, on peut bien avoir ces Mazuku partout là où nous avons le champ volcanique actif, les champs volcaniques qui est actif. Donc, les champs de Nyamulagira et les champs de Nyiragongo, les champs volcaniques de ces deux volcans qui sont encore très actifs. Parce que ça, c'est une manifestation, en fait, de l'activité magmatique. Alors, quels sont les risques liés à ces Mazuku? Les risques liés à ces Mazuku sont multiples. En fait, pour être à mesure de bien comprendre ça, c'est que l'homme a besoin de l'oxygène pour respirer. Et les gaz ou le Mazuku, donc le CO2, comme je l'ai dit bien tantôt, est plus dense par rapport à l'air. Donc, là où il se concentre, a plus tendance à chasser l'air. Et c'est ça ce qui fait assez que tout le risque que les personnes courent, pas tout simplement les personnes, mais aussi même les animaux, donc tout le règne animal qui respire et qui a besoin de l'oxygène, fait assez que à un moment, on peut avoir de perturbations de la coordination des mouvements. Donc, on a du mal à mouvement parce que le sang n'est pas alimenté suffisamment en oxygène. On peut avoir des respirations inégales, des fatigues anormales parce que le corps est en insuffisance de l'oxygène. On peut avoir des nausées, des vomissements. Quand la concentration elle est très élevée, par exemple, entre 6 à 10% d'oxygène, parce que normalement, l'air a presque 21% constitué de l'oxygène, mais là aux endroits là où vous avez les Mazuku, la concentration en oxygène diminue. Et si ça atteint 6 à 10%, donc la personne commence à avoir des nausées, des vomissements. Et quand c'est moins de 6%, donc là où vous avez une forte concentration en CO2, la personne peut perdre connaissance, devenir inconscient, et arrêt respiratoire et qui peut conduire maintenant même à l'arrêt cardiaque, c'est-à-dire à la mort. Donc ça, ce sont des cas de risque que les personnes courent lorsqu'ils sont asphyxiés par manque d'oxygène lié à ces émanations-là de CO2. Alors, les Mazuku, c'est un danger pour la population. Ici, dans la ville de Goma, où est-ce qu'on peut les situer et comment identifier ces endroits? Les études qui ont été faites par l'Observatoire volcanologique de Goma situent une grande partie des concentrations de ces Mazuku le long du lac, mais aussi plus à l'ouest. Donc, nous avons les blocs quartier Keshero autour, donc après cathédrale en allant vers Seselka. Vous avez une partie aussi dans les lacs verts et aussi à Boulengo. Ça, c'est les blocs sud, mais nous avons aussi un autre bloc vers le nord dans le quartier Mugunga. En fait, donc, de dire est-ce que c'est partout dans la ville de Goma, ça, ce sont d'abord les endroits qui ont été identifiés, mais il s'est fait que l'identification n'est pas encore complète, donc il faut continuer à faire des études. Et l'identification de ces zones n'est pas facile dans les zones très urbanisées et là où vous avez une forte population parce que c'est pas facile d'avoir accès à des enclos de maisons et que quelqu'un te permette, te laisse entrer et mesurer. Ça, ce sont des expériences que nos collègues chercheurs de l'OVG étaient en train de nous dire. Donc, je peux présumer que une grande partie était identifiée à l'ouest de la ville de Goma parce que c'était un quartier qui était moins habité. Donc, ça nous demande encore plus d'études pour être à mesure de savoir exactement, continuer à faire un inventaire qui est complet. Alors, comment est-ce qu'on peut être à mesure de les identifier? C'est que d'abord, il faut savoir que les Mazuku, c'est un gaz qui est parfois incolore et inodore.
Donc, on ne peut pas être en mesure de l'identifier comme ça à l'œil nu. C'est pas un gaz qui est coloré que tu peux être en mesure de voir à l'œil nu. C'est pas non plus aussi quelque chose que l'on peut ressentir, même si parfois à certains endroits, ça dépend. Quand c'est mélangé avec du sulfure, ça a tendance à ressentir comme des œufs pourris. Mais les mazuku, le CO2 pur est en tout cas inodore incolore. Alors souvent, normalement, on doit utiliser des appareils de mesure, donc des sondes qui mesurent la quantité de ces CO2 pour être à mesure d'identifier. Mais maintenant, là où nous avons ces zones des émanations gazeuses et où on n'a pas eu l'impact de l'homme, donc quand je parle de l'impact de l'homme, on n'a pas fait de construction, on n'a pas détruit l'environnement de base. Là, il y a des indications environnementales qui peuvent bien indiquer que les présences. Donc, on a parfois un couvert végétal qui a une couleur kaki, et là où vous avez donc un couvert végétal herbacé, là où vous avez parfois une coloration kaki, et c'est tout simplement le fait que, en fait, à ces endroits-là, le sol est très gorgé en CO2 et qui ne permettent pas, par exemple, qu'on puisse avoir le développement des vers qui peut permettre qu'on puisse avoir l'accumulation des limus, et ce sol devient pauvre et qui fait assez qu'on puisse avoir maintenant une végétation qui est un peu kaki. Mais aussi, parfois, on a des sols qui sont craquelés et des toits effondrés. Donc, on a des endroits là où vous avez une dépression avec des roches craquelées et un toit effondré. Mais aussi, à certains endroits aussi, quand on y passe, on a tendance à avoir de la chaleur, donc liée à l'accumulation du CO2. Mais aussi, et il faut en tout cas faire très attention, lorsqu'on constate qu'il y a des endroits là où vous avez des animaux morts, donc vous retrouvez par exemple un lézard, parfois une poule, un oiseau, ainsi de suite. Ça, ce sont des indications déjà d'asphyxie de ces animaux. Donc là, ce sont quelques signes environnementaux qui peuvent bien indiquer la présence de ces mazuku. Mais pour les identifier, en tout cas, la méthode la plus sûre et adaptée, c'est les mesures sur terrain avec des appareils appropriés pour ça. Et face à cela, quelle attitude doit adopter la population? En fait, on a l'attitude, en tout cas, à adopter par la population, c'est d'éviter. Éviter ces zones, c'est tout. Donc, ne pas séjourner à ces zones, parce que en séjournant à ces zones, on ne pourra pas être en mesure de respirer. Et si on n'est pas en mesure de respirer, on peut avoir une convulsion, on peut perdre connaissance, on peut avoir des vomissements, et au pire des cas, c'est l'arrêt respiratoire. Alors, pour cela, maintenant, il faudrait que la population aussi parvienne à aider les institutions qui sont chargées de la gestion des risques et des catastrophes à ne pas détruire, par exemple, les panneaux de signalisation qui indiquent à ces endroits, de ne pas acheter de parcelles là où on avait indiqué ça, parce que de l'expérience, il y a déjà des endroits qui étaient identifiés comme des zones de mazuku, mais les gens se sont payés là-bas de parcelles et qui ont construit, et les gens continuent à vivre dans certains endroits comme ça. Parlant de la gestion des mazuku, que doivent faire les autorités ainsi que les scientifiques pour arriver à bien gérer ces dangers communautaires? La gestion des risques de catastrophes, elle nécessite l'implication de plusieurs partenaires. Donc, nous, les chercheurs à l'université, aussi l'Observatoire volcanologique de Goma, parce que eux, c'est de leur mission aussi de surveiller les volcans, on peut identifier ces zones, déterminer la concentration de ces zones et de dire, ben voilà, ici, il y a des mazuku. À l'autorité chargée de l'urbanisme et de la planification urbaine, d'interdire, par exemple, de l'émission des titres à ces endroits-là. Donc, chacun a sa part de responsabilité. Tu ne vas pas demander à un chercheur de l'OVG ou de l'université, non, à un chercheur de l'école de volcanologie et de gestion des risques de catastrophes,
de prendre la responsabilité. Pourquoi est-ce que les gens habitent sur les zones de Mazoukou? Donc, nous, on fait la recherche et on dit, voici les résultats. Après ça aussi, de la part de la responsabilité aussi, par exemple, de la protection civile ou bien de la division des affaires humanitaires, à sensibiliser les gens parce que ça ne suffit pas tout simplement d'identifier ces zones, de les clôturer, mais il faut aussi que les gens parviennent à comprendre parce que même les cadres d'action des Sendai, donc le protocole mondial de réduction des risques de catastrophes, parmi les actions, donc les priorités de ces cadres d'action de Sendai, c'est d'abord la compréhension des risques. Et cette compréhension des risques, c'est ça la mission que l'école de volcanologie et de gestion des risques peut faire. Mais après cela, il faudrait maintenant que la population soit informée et soit sensibilisée. Et ça, ce sont les tâches de la protection civile qui les fait avec d'autres partenaires. Il y a des organisations de la société civile aussi qui travaillent dans ces cadres, mais aussi d'autres services de l'État. Donc, la responsabilité, en tout cas partagée, c'est à chacun de faire sa part du boulot. Et c'est par là que nous mettons fin à ces numéros des podcasts de Mazingira et médias thématiques basés en RDC qui s'intéressent à l'environnement et au développement durable. Aujourd'hui, j'ai recevé Dr Blaise Mafouko, directeur de l'École supérieure de volcanologie, de gestion des risques et des catastrophes de l'UNIGOM. Merci beaucoup, Dr Blaise. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, merci encore une fois de nous avoir suivis. Fidèle Kitsa, j'étais à la présentation de ces numéros. À très bientôt.